merci Fulvio d'animer la table ronde autour des collectivités locales. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais collectivité locale, diversité culturelle, bon, c'est peut-être un peu éloigné. En fait, quand on regarde maintenant le poids dans les politiques publiques des collectivités territoriales, on est quand même décentralisation qui a plus de 30 ans, qui s'est renforcée aussi petit à petit. Donc maintenant, il y a des moyens quand même conséquents, à la fois pour les villes, les agglomérations, les départements et les régions. Bon, quand même, il y a eu des idées à un moment de réforme, mis à part le regroupement des régions, on a encore tout ce panel de collectivités, donc avec des moyens conséquents. Et sur la culture, d'ailleurs, l'ensemble des moyens des collectivités est plus important que le budget de l'État. Donc je pense que déjà c'est une bonne entrée pour notre table ronde. Et puis évidemment, pour tout ce qui est vie associative, je dirais, mis à part des moyens de l'État, c'est vrai que c'est essentiellement les moyens des villes, avec l'appui souvent des départements et des régions. Donc c'est à mon sens une bonne entrée pour cette table ronde autour de la diversité culturelle. Et puis les collectivités, ce sont elles qui sont les plus proches des habitants. Forcément, les villes... Dans les villes, bon, c'est souvent le maire qui est l'élu le plus connu d'ailleurs. Donc c'est aussi toute cette proximité qui, à mon sens, est en jeu dans le rapport au public. Donc j'ai une table ronde très intéressante, diverse par ailleurs. Donc avec à ma gauche Camille Falk, qui est maire adjointe à l'Action culturelle des Lilas. Donc là, on va être plutôt sur l'aspect l'entrée culturelle. Qu'est-ce que fait une ville avec une délégation à la culture sur ce thème de la diversité. Un petit peu plus loin, Julien Vito, qui est directeur associé à Altidem. Donc, il nous dira ce que c'est. Il fait essentiellement, en tout cas, il est là aujourd'hui parce qu'il mène du conseil pour les collectivités territoriales. Donc, il a aussi un regard un peu distancié et plus vaste sur qu'est-ce qui se fait en France et un peu au-delà d'ailleurs, au niveau des collectivités par rapport à cette thématique, avec là une entrée qui est plus autour de la lutte contre les discriminations, ou en tout cas comment mieux les prévenir et quelle politique publique à mettre en place. Et à ma droite, Carlos Semedo, qui est de la ville d'Aubervilliers, qui est le directeur des actions internationales et de la vie associative. Donc avec une double entrée déjà dans ces fonctions qui est à mon sens intéressante, et il nous dira très rapidement pourquoi. Donc là, on est vraiment sur, avec une population donnée très diverse, avec beaucoup de gens d'origine étrangère, en tout cas Aubervilliers. Qu'est-ce que ça a à voir en termes d'action internationale? Il nous dira justement les passerelles qu'ils mettent en place sur cette ville autour d'une ouverture internationale de la ville avec des populations qui sont aussi elles-mêmes originaires du monde entier. Voilà, chacun va présenter un petit peu justement par rapport à ce propos liminaire un peu ce qu'il mène sur sa ville, en tout cas les enjeux. Donc je vais commencer par la ville des Lilas et Camille Falk qui va nous présenter sur son prisme culture comment la ville des Lilas a cette entrée autour de la diversité culturelle. Qu'est-ce qui est mis en place au Lilas? Merci. Merci de me donner la parole. Donc, je voulais déjà saluer les intervenants de ce matin parce que j'ai assisté à la première table ronde et j'ai trouvé ça passionnant. Donc, merci à l'Observatoire de la diversité culturelle d'avoir organisé cette rencontre qui, je pense, nous ouvre à tous des perspectives de réflexion par rapport à la diversité culturelle. Donc, je vais parler de mon expérience, ma petite expérience d'élu. L'élu, c'est avant tout quelqu'un qui est sur le terrain, pour moi. Donc, je vais vous parler de ce qu'on a essayé ou ce qu'on a commencé à mettre en place pour réussir à illustrer, à mettre en œuvre cette diversité culturelle que nous souhaitions promouvoir depuis 2 ans sur la ville des Lilas. Avant tout, je veux faire un petit préliminaire. En préliminaire, vous présenter la ville, puisque c'est quand même important. Il y a 23 000 habitants au Lilas. On ne peut pas ne pas tenir compte du fait que les Lilas, c'est à 5 minutes à pied de Paris. Donc, quand on fait une proposition culturelle, il faut savoir que voilà, Paris est juste à côté, que les Lilasiens ont vraiment un choix très large et très riche à 2 pas de chez eux.
Et bon, pour finir sur les Lilas, on peut dire que les Lilas est une ville où les catégories socio-professionnelles sont assez équilibrées dans l'ensemble. Il y a donc plusieurs cultures représentées, mais pas beaucoup d'associations communautaires. Les différentes communautés sont très éparpillées parmi les habitants et pour les élus, on peut difficilement s'appuyer sur des associations représentatives parce qu'en fait, il y en a peu. Donc, concernant la diversité culturelle, une fois qu'on a inscrit dans notre programme politique qu'on veut promouvoir la diversité culturelle, qu'on a décidé que la culture était à voir sous un angle de développement culturel, développement culturel comme un écosystème qui s'équilibre entre différents piliers, dont la diversité culturelle et la démocratie participative, par exemple, et la transversalité, tous ces piliers qui nous semblent essentiels pour construire une culture. Après, il s'agit de la mettre en œuvre. Comment valoriser la diversité culturelle des publics et comment faire des propositions qui illustrent la diversité culturelle. Donc on a mis en place différentes manifestations avec une préoccupation essentielle, ancrer ces propositions sur le territoire en tenant compte des propositions des habitants et ne pas faire des propositions qui émanent purement et simplement de nos avis, nos volontés de politique ou de professionnels de la culture, mais vraiment aller chercher ce que font les pratiques culturelles des publics pour pouvoir construire notre proposition. Alors, je peux vous donner en exemple, il y a de multiples exemples, mais je pense qu'un des plus représentatifs et des plus réussis a consisté à faire un collectage de comptines enfantines grâce à une dumiste, donc une intervenante qui travaille pour le conservatoire dans les différentes écoles, qui a fait chanter les parents et les enfants. Ils ont chanté les petites comptines de leur pays d'origine. Elle les a enregistrées, elle les a fait chanter après avec toute la classe. Donc la classe a pu chanter des petites comptines italiennes, en italien, en chinois, en turc. Enfin, c'était très varié. Et puis, après, on a décidé de vraiment valoriser ce collectage qu'on a trouvé très riche et très intéressant. Il y avait 70 cultures dans une même classe, par exemple. Sur 2 classes, pardon. Comment, après, faire en sorte que ce collectage puisse devenir une culture commune? Comment faire pour que ça sorte des murs? Donc, on a organisé un spectacle où les enfants, les classes ont chanté avec les parents référents à la comptine chantée devant un public encore plus large, puisque c'était le théâtre du Garde-Chasse qui permet de recevoir 300 personnes. Donc c'était vraiment la promotion de la diversité culturelle. On part vraiment du territoire, on part des enfants qui appellent, qui sollicitent après les parents, et après les parents, les familles, les voisins, les habitants, les professionnels de la culture. Et finalement, la culture de l'un devient la culture de tous. Donc c'est ça, la diversité culturelle, ça permet la richesse des propositions culturelles et ça permet de faire des propositions vraiment ancrées sur le territoire. Bon, ça c'est un des exemples, et il y en a plein d'autres, je pourrais en développer d'autres à la suite. Merci Camille Falk pour cette présentation autour des Lilas. Du coup, je pense que c'est bien qu'on enchaîne avec Carlos sur la ville d'Aubervilliers, alors avec, comme je le disais tout à l'heure, une autre entrée qui est plus la vie associative et l'action internationale. Est-ce que vous pouvez aussi nous décrire, comme l'a fait Camille Falk à l'instant, un peu une petite présentation de la ville d'Aubervilliers, justement aussi, parce que je sais qu'il y a un travail très fouillé, d'ailleurs qui est presque exemplaire au niveau national,
autour de l'histoire d'Aubervilliers, des différentes populations immigrées. Est-ce que vous pouvez nous faire cette description, puis nous dire après qu'est-ce que vous mettez en place justement au niveau des associations et de l'action internationale? Merci beaucoup et bravo pour cette initiative. Peut-être que dans 10 ans, ce sera accueilli à Aubervilliers, j'espère, pour le 20e anniversaire. Malheureusement pour moi, je n'ai pas pu être là ce matin, donc je rentre directement comme ça. Donc si je suis un petit peu décalé, excusez-moi. Donc Aubervilliers, c'est 80 000 habitants, c'est un petit peu plus. On a la même chose que vous, les Lilas, on est à 0 km de Paris et on est à 0 km du monde. Puisque à pied, on y est. Voilà. Quand on est à Aubervilliers, on n'a même pas besoin de prendre le métro. Dans chaque trottoir, dans chaque escalier, dans chaque palier, dans chaque bâtiment, on a des gens qui viennent du monde entier. Je ne sais pas si c'est très équilibré, je crois pas. Je crois que par exemple, on n'a pas beaucoup de monde qui vient du Pacifique. Il nous manque quelques personnes de cette région-là. On a quelques personnes de Calédonie, mais pas assez des petites îles. Kiribati, par exemple, j'ai jamais rencontré des gens de Kiribati à Aubervilliers. On en cherche, mais je cherche. Donc, on a ce privilège d'être, selon l'INSEE, pour les villes de plus de 50 000 habitants, sur toute la métropole, on est celle qui a le pourcentage d'étrangers le plus élevé. 36% des personnes qui habitent Aubervilliers n'ont pas la nationalité française et 11% de ceux qui sont français ne l'étaient pas à la naissance, sont devenus français en cours de vie. Et parmi ceux qui sont nés français, une ou deux ou trois générations avant, leurs ancêtres ne l'étaient pas forcément. Donc on est depuis 2 siècles, depuis 1830 à peu près, une zone d'accueil permanent de populations qui sont venues par cercles concentriques de plus en plus larges, en commençant par par la porte de la Villette, que vous connaissez d'ici peut-être mieux, peut-être vous connaissez moins bien la porte d'Aubervilliers, mais pour la porte de la Villette, les Flamands, les Auvergnats, mais surtout les Lorrains, qui ont façonné le quartier, qui s'appelait à un moment donné la Petite Prusse. Nous avons travaillé sur l'histoire du quartier justement parce que l'histoire d'Aubervilliers se confond avec l'histoire des migrations depuis 2 siècles. Et l'histoire des migrations se confond avec quoi? Avec le développement industriel de ce territoire, parce que c'est l'industrie qui a fait venir des gens de plus en plus loin. Aujourd'hui, c'est pas forcément le même phénomène. Aujourd'hui, c'est plutôt le parc immobilier, c'est des réseaux familiaux, etc., qui drainent de nouveaux habitants. Mais pendant très longtemps, peut-être un siècle et demi, c'était plutôt le tissu économique, le tissu industriel qui a peuplé Aubervilliers de personnes qui venaient travailler, qui repartaient ou pas, qui ne sont pas toujours repartis, etc. Enfin, vous connaissez cette situation. Donc, on a une ville dont l'identité est d'être multiple. Ce qui est extraordinaire et ce qui est un problème quotidien, évidemment, ça va sans dire. Alors, au jour d'aujourd'hui, en termes de paysage culturel, de diversité culturelle, on peut en discuter après avec vous, nous avons minimum, c'est quoi, 150 associations de migrants que j'appelle des associations culturelles ou des associations de migrants. Personnellement, dans mon travail, je n'utilise pas l'expression association communautaire parce que c'est un mot valise qui ne veut pas dire forcément origine. Une communauté religieuse, c'est une communauté. Quand nous parlons de la diversité culturelle, on parle d'autres types de diversité. Donc je préfère association de migrants ou association, c'est peut-être le terme, là encore, un peu pas très précis, mais ça me va mieux dans le cas d'Aubervilliers. Donc, Aubervilliers, tout s'articule avec le monde entier. Quand on a une population comme ça qui vient de la planète, on est chambre d'écho de ce qui se passe dans le monde. Le tremblement de terre du Haïti, il y a 4 ans, je l'ai appris parce qu'il y avait des gens qui venaient de recevoir des coups de fil de leur famille. Et la première chose qu'ils ont fait, c'est voir à la mairie qu'est-ce qu'on peut faire ensemble là-dessus. Quand la terre a tremblé au Népal le 25 avril dernier, la première chose, comment je l'ai appris, parce qu'on annulait, on appelle le lendemain le printemps népalais, on a l'association des Népalais de France, elle est basée là-bas, l'association annulait parce qu'il y avait plein de familles en deuil. Et ça, c'est pour les mauvaises nouvelles.
Il y a d'autres, des guerres, enfin, des choses comme ça, qui nous amènent de la population aujourd'hui, mais il y a aussi d'excellentes choses. Et on essaie donc d'articuler notre relation municipale, la relation de la communauté politique, on va dire comme ça, au monde. On essaie d'accompagner ce que fait notre population. Donc, ayant 150 associations ouvertes au monde, nous avons un certain nombre de partenaires immédiatement disponibles, intéressés, motivés, avec qui nous sommes en condition de travailler, de dialoguer. Après, il faut trouver les moyens. Quelquefois, on les cherche ensemble. On n'a pas tout seul. Tu vas parler tout à l'heure du partenariat indispensable des municipalités avec les associations. C'est un des secteurs où les associations sont souvent très fragiles. Donc le partenariat municipal est quasi indispensable. Moi, je n'ai pas pu venir ce matin. Au jour d'aujourd'hui, nous avons 4 grandes initiatives à Aubervilliers. Aujourd'hui, une, c'est le démarrage du festival Ville des musiques du monde, qui est né à Aubervilliers, qui a essaimé, mais qui se fait là-bas, sur le thème Les Andalousies, du Bosphore à Gibraltar. Ça démarre aujourd'hui à Aubervilliers. Une autre initiative, c'est le défilé des lanternes. C'est une fête multi-lumineuse. Les lanternes sont une construction qui vient du Japon, qui est passée par l'Angleterre, qui est arrivée à Aubervilliers et que nous avons exporté à notre retour vers l'Allemagne. Et aujourd'hui, nous avons peut-être 1500, 2000 personnes qui vont défiler pendant la nuit avec des lanternes qu'ils ont eux-mêmes fabriquées, des gens de toutes les origines et qui évoquent des fêtes des Lumières dans toutes les civilisations où il y en a. De Chine, de l'Inde, d'Europe, des Indiens d'Amérique, etc. Donc, on a une autre initiative sur l'Inde et le Haïti, une association qui est une association de solidarité, et une autre encore sur le Togo et le Bénin. Ça, et donc à chaque fois avec des personnes qui viennent de l'extérieur, des productions culturelles, des fêtes, etc. Donc c'est une activité très intense au quotidien. Nos coopérations et jumelages à l'international accompagnent les communautés, les populations, les groupes, les associations qui sont plus dynamiques. Nous avons des coopérations en Mauritanie parce qu'il y a une communauté mauritanienne importante, mais il y a des associations très importantes de Mauritaniens. On a une coopération en Algérie. Pour les mêmes raisons, on a beaucoup de coopération en Chine, parce que c'est la deuxième population étrangère à Aubervilliers. Après les Algériens, c'est les Chinois. Et avec les Chinois, nous avons été amenés à développer de très intenses relations avec les grandes villes de Chine et surtout de la côte maritime, donc de la côte du Pacifique, et surtout dans la région de Shanghai. Voilà, sans citer des villes, mais cette zone-là, qui est la zone d'origine de la grande majorité des opérateurs économiques qui sont à Aubervilliers. Nous avons près de 1500 entreprises d'import-export Europe, Asie, et il y a beaucoup d'activités. À côté de l'économique, il y a aussi des activités sociales, culturelles, philanthropiques, scolaires, éducatives, sportives, qui nous sont amenées et avec lesquelles nous sommes en train de travailler. Voilà, donc comme ça, deux petits exemples. Je veux dire, après, comment passer de dialogue bilatéral, parce que ça, c'est une des difficultés. En général, chaque population minoritaire aime bien dialoguer avec ce que croit être la majorité. Et la majorité est représentée par la municipalité, le conseil municipal, les services municipaux. Comment faire de manière à que le dialogue soit multipolaire, qu'il y ait un réel intérêt, et pas seulement en faire semblant, pour découvrir les cultures qui sont dans le même palier, dans le même immeuble, dans le même quartier. Ça, donc il faut, et ça, après, le rôle, de mon point de vue, d'une politique municipale, c'est de trouver les moments, les outils de travail, les événements qui peuvent relier ces personnes-là. Alors, vous avez donné un excellent exemple tout à l'heure que vous avez organisé ici. Donc, je ne vais pas donner un exemple du même type, mais par exemple, nous organisons à Aubervilliers depuis plusieurs années, nous célébrons la Journée internationale des langues maternelles, qui est une date choisie par l'UNESCO depuis 2000 pour protéger la diversité linguistique dans le monde, protéger les langues qui sont en train de disparaître. Et donc il y a une journée annuelle qui vise à aider à comprendre l'urgence de sauvegarder ce patrimoine culturel mondial. Et donc il y a 2 ou 3 endroits en Île-de-France où c'est célébré, c'est à l'UNESCO, c'est à Aubervilliers, et puis cette année il y a eu quelque chose qui s'est passé du côté de Melan, mais malheureusement ça n'est pas encore très courant.
Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait organiser peut-être au niveau de la Seine-Saint-Denis, avec toutes les villes, parce qu'il y a des langues qui nous manquent aussi, comme j'ai parlé du Kiribati, mais il y a aussi des langues que nous n'avons pas encore à Aubervilliers. On a très peu de langues papoues, par exemple. Donc, on peut. Alors, la journée des langues maternelles, on a tous les ans environ 40 à 50 associations qui participent, qui co-organisent cette initiative. Chaque fois, on publie des petites brochures, on amène des côtés festifs. C'est la fête des langues aussi. On protège quelque chose qu'on aime, et pour l'aimer, il faut le découvrir d'une manière ludique et sensorielle, sensible. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'une chose qu'on peut, on a commencé à le faire à Aubervilliers. Je pense que c'est un outil de travail qui est très intéressant pour nous. On peut l'enrichir avec d'autres composantes, d'autres territoires autour, quoi. Bon, voilà, je ne vais pas développer plus, ça va. Merci Carlos Semedo. Donc, je vous avais dit que c'était une action municipale très dynamique sur la question. Je pense que ton propos était très explicite et voilà, donne plein de pistes d'ailleurs. On a déjà, j'imagine, vous des questions, moi aussi, mais on va passer la parole à Julien Vito et puis on viendra au temps d'échange. J'aurai quelques questions, puis je vous laisserai aussi rapidement la parole, parce que je sais que Gilles est attentif à notre timing. Donc voilà, mais je crois qu'on est dans les temps. Alors Julien Vito, donc vous pouvez nous dire un peu ce que vous faites en lien avec les collectivités. J'ai même entendu parler d'un label diversité, donc vous pourrez nous dire ce que c'est. Je vois que Madame Lahalle, qui est dans la salle, voit à quoi ça correspond, mais je pense que pas tout le monde. Donc du coup, vous pourrez nous expliquer la démarche. Voilà. D'accord. Ok. À vous, merci. Ok. Je suis un pic de rhume. Voilà. Donc, sommet du rhume. J'espère que je ne suis pas à l'abîme de la pensée, parce que souvent, ça va ensemble. Donc voilà, je vais essayer d'être le plus synthétique, clair possible. Bon, s'agissant d'Altidem, il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait, sinon que c'est un cabinet qui existe depuis maintenant une dizaine d'années, dont je suis un des fondateurs, et que ce cabinet il travaille en effet sur les questions de prévention des discriminations. Voilà, et les politiques d'égalité, voilà, et donc j'accompagne des ministères, des collectivités locales, des médias en fait, voilà, la réflexion, la définition, la mise en œuvre, le diagnostic. Voilà, et par exemple, j'ai produit un gros diagnostic à Aubervilliers que je connais. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à en dire de plus. Voilà, j'ai une formation philosophique, ça c'est intéressant pour moi en tout cas, parce que c'est un peu ma grille de lecture en fait. Voilà, j'ai une grille de lecture plus peut-être philosophique que sociologique. Voilà, et juste du coup, plutôt que de voilà, vous faire un collage d'exemples ou d'expériences, j'ai pensé en fait que c'était plus utile, en propos introductifs, d'interroger en fait le paragraphe un peu descriptif de la problématique de l'atelier en fait, puisque donc cet atelier voilà, il a pour nom la diversité culturelle à l'épreuve des territoires. Et dans les attendus, en fait, tous les éléments de problématique, l'Observatoire a écrit « La diversité culturelle passe essentiellement par des politiques d'égalité des chances et de lutte contre les discriminations. » En fait, je vais vous dire que jamais, quoi, ou très peu. Hein. En fait, ça c'est une affirmation. En réalité, ce que j'observe sur les territoires, c'est que ceux qui travaillent la question des discriminations et ceux qui travaillent la question de la diversité culturelle, il se peut qu'ils travaillent ensemble, mais ce ne sont pas les mêmes. Voire même, j'ai eu l'occasion dans des études diagnostiques sur certains territoires, je pense par exemple à la Bretagne, j'ai eu l'occasion en fait même de voir que parfois les territoires qui faisaient le plus la promotion de la diversité culturelle, c'était les territoires qui étaient aussi dans le plus grand déni possible des discriminations en fait. Et qu'il y avait là quelque chose qui m'a toujours interrogé en fait, comment se fait-il bon, si on prend l'exemple de Rennes, c'est une ville très emblématique des approches interculturelles. Il y a 150 associations de migrants. Les élus, dès qu'une problématique se pose, leur première préoccupation, c'est que les migrants s'organisent en association, en fait, qu'il y ait des médiateurs, il y a un office, enfin bref, beaucoup d'actions. Et pourtant, sur ce territoire, c'est extrêmement, mais vraiment très très difficile d'amener la question des discriminations et le fait même que ceux dont on
valoriser ou reconnaître l'apport en fait culturel, on n'arrive pas symétriquement ou simultanément ou en même temps à faire un pas de côté et à dresser le constat que ces personnes elles peuvent faire l'objet de discrimination dans l'accès au logement, dans l'attribution de logements sociaux, dans l'accès aux équipements culturels, voilà. C'est donc un premier point d'analyse en tout cas pour moi. Ça ne veut pas du tout dire en fait qu'il faut invalider évidemment tout ce qui consiste à valoriser la diversité des cultures. C'est juste dire en fait que ça ne va pas vraiment de soi en fait, diversité culturelle et lutte contre les discriminations. Alors du coup je me suis dit ça a été écrit, c'est vrai que ça emballe bien quoi. L'atelier, ça dit des choses quand même, cette observation que la diversité culturelle, ça passerait par des politiques d'égalité. Donc j'essaie de réfléchir en fait pourquoi je ne pouvais pas adhérer à cette affirmation. Qu'est-ce qui me questionnait dans ce constat. Pour moi, en fait, cet atelier, il se situe en fait vraiment sur un point d'articulation ou un point de tension en fait très fort entre ce qui relève d'un côté de la diversité culturelle et ce qui relève de la lutte contre la discrimination. En fait, je m'explique. Pour moi, diversité culturelle et politique d'égalité. En fait, finalement, c'est peut-être deux objets différents, deux temporalités aussi différentes, et puis peut-être que l'enjeu, en fait, c'est le dépassement de ce dualisme. Alors, je m'explique. Deux objets différents, il me semble que la diversité culturelle, et vous l'avez très justement ramassé dans une phrase, quand vous dites la culture de l'un, ça devient la culture de l'autre, voilà, qu'en effet, la diversité culturelle, elle... fondamentalement, se donne pour objet de travail l'autre. Voilà, c'est ça son objet de travail, l'autre, mais aussi en tant qu'il nous constitue, nous-mêmes, mais voilà, l'autre. Donc, voilà, et c'est son objet. La lutte contre les discriminations, en fait, son objet, il porte plutôt sur le même, sur l'identité, en fait, sur le même endroit, sur, la diversité culturelle, voilà, c'est travaillé par cette question de l'autre. La lutte contre les discriminations, l'égalité de traitement, fondamentalement, ça questionne le même en fait. Est-ce que l'autre, il est à un même endroit? Est-ce qu'il peut accéder comme moi au logement, à l'emploi, à la formation, aux pratiques culturelles? Voilà, donc de mon point de vue, c'est pas forcément le même objet, mais il y a des politiques et des collectivités qui peuvent marcher sur deux jambes en fait. Voilà, mais c'est pas tout à fait le même objet et c'est pas non plus la même temporalité. Pour moi en fait, et vous l'avez très bien dit, et j'ai aussi fait ce constat à Aubervilliers, c'est une ville-monde, Aubervilliers, voilà, le monde il est à 0 km comme vous dites, et je partage ça. Et d'une certaine manière en fait, ça veut dire pour moi que la diversité culturelle en fait, c'est ce qui est déjà là. C'est le déjà là en fait, et que l'égalité de traitement en fait c'est le pas encore, c'est ce qui doit advenir en fait, et que ça se situe pas exactement dans la même temporalité. Voilà, les référentiels s'annulent pas entre eux, ils sont sans doute nécessaires entre eux, mais ça me fait vous dire que c'est assez rare en fait que moi qui suis plutôt un spécialiste de la prévention des discriminations, on m'invite à venir m'exprimer sur les questions de diversité culturelle. Et symétriquement, je participe à beaucoup de colloques sur la lutte contre les discriminations. C'est très rare qu'on se pose la question de la diversité culturelle, en fait. Voilà, donc je veux juste vous dire ça, en fait, qu'on va pouvoir en parler, mais que ça ne va pas exactement de soi. Et que, encore une fois, il faut vraiment interroger ça. Comment se fait-il qu'un certain nombre de collectivités, j'ai un autre exemple, la région Poitou-Charentes, que je connais très bien, où j'ai produit beaucoup de diagnostics. Voilà encore une région dans laquelle, en fait, le déni des discriminations, il est très fort, très très fort, pour plein de raisons. Le nombre d'étrangers, voilà, l'histoire des trajectoires migratoires, voilà, vraiment, il y a Et en même temps, voilà, il y a des festivals de musique métisse, voilà, et tous les acteurs et toutes les institutions et beaucoup d'élus que je peux rencontrer, en fait, me disent, mais comment vous pouvez nous demander de travailler sur la question des discriminations alors même que finalement on fait une si grande place à la culture de l'autre, à l'altérité, voilà. Et donc voilà, sur ce propos liminaire, je veux juste dire, sans faire référence ni au Lilas ni à Aubervilliers, mais c'est une réflexion plus générale, que la diversité culturelle, en fait, parfois, quand elle s'inscrit, quand elle essaye de s'appareiller à la question de la lutte contre les discriminations, on se rend compte, en fait, que
Et pour moi, Rennes, c'est typique de ça. Au fond, c'est une mise à distance de l'autre, en fait. C'est-à-dire, on le reconnaît vraiment comme un autre, avec sa culture extraordinaire, formidable, ses traditions, c'est génial. On a un observatoire, on a un office des relations interculturelles, et tout ça, c'est vraiment super. Mais il y a intérêt à ce que l'autre, il reste l'autre longtemps, en fait. Et par exemple, dans les centres sociaux rennais, c'est emblématique, en fait, il y a des lieux de socialisation, de rencontres, et ça s'appelle Café des Épices, Café des Îles, Café... voilà, ça renvoie quoi, un espèce d'exotisme, et donc dans ces centres sociaux, on vous dit, mais nous, enfin, il n'y a pas un projet de centre social qui commence pas par une phrase de Martin Luther King, de Gandhi, pour dire, ou d'Albert Jacquard aussi, ça a un grand succès, mais c'est intéressant, la pensée de Jacquard là-dessus, voilà, pour dire l'autre, je lui dois tout, il est formidable, etc. Mais on n'empêche qu'on ne fait aucun boulot, par exemple, pour que ces personnes d'origine étrangère, elles intègrent le conseil d'administration du centre social. Hein. Ça, voilà. Et donc, voilà, peut-être parfois, la diversité culturelle ou l'affirmation de la diversité culturelle, c'est le nom d'un espèce de bouclier symbolique qui empêche de travailler les discriminations. Parfois, pas toujours. Mais voilà. Et c'est rarement, très rarement, les élus, les mêmes élus qui portent d'ailleurs. C'est politique en fait. Souvent, vous avez des élus à l'intégration, des élus à l'interculturel, des élus, et puis des élus à l'égalité et à la lutte contre les discriminations. Quoi. C'est pas pensé comme des objets de travail conjoints. Merci beaucoup. Je pense que... Je suis désolé de... Non, voilà, pas du tout, mais cette phrase. C'est votre contribution... qui est intéressante et effectivement, je pense que c'est vraiment le propos, quoi. On est sur des objets qui, vous l'avez clairement dit, qui sont parfois différents, qui ont des entrées différentes, malheureusement aussi, puisque c'est ce que vous décrivez. Mais oui, tout à fait, mais on est bien dans le débat. Donc peut-être, Carlos, justement sur cette question de comment vous voyez, c'est-à-dire politique contre les discriminations qui serait séparée d'une politique de la diversité, ou comment vous pensez qu'en fait il y a quand même des liaisons et vous les travaillez? Moi, je pense que je ne vais pas enfoncer des sentiers. Enfin, la discrimination, je crois que la loi signifie qu'il y a 19, non, 20, voilà. La discrimination par origine nationale, ça n'est qu'une des ventes. Voilà. 4 façons de parler d'origine. Donc, voilà. Donc, je trouve ça tout à fait normal de ne pas associer diversité culturelle et discrimination, et je trouve ça plutôt bien. Et je ne veux pas, moi, assimiler les deux. Et je ne voudrais pas, moi non plus, que l'élu qui est en charge de la lutte contre les discriminations et qui doit se soucier autant du handicapé physique que du type qui a des attitudes culturelles ou personnelles ou divergentes de la norme, et le fait d'être originaire dans notre pays, soit mis au même endroit, je pense que c'est plutôt bien pour moi. Moi, ça me soulage, ça me permet de travailler, moi, sur justement la diversité culturelle. Je n'ai pas, moi, dans mon travail, je n'ai pas comme priorité la lutte contre les discriminations, parce que pour moi, j'ai cité 4 initiatives qui se tiennent aujourd'hui. Il n'y a aucune qui soit faite avec le drapeau de lutter contre les discriminations. Mais c'est plutôt avec des objectifs humanistes, sociaux, culturels, économiques, festifs, musicaux, artistiques, etc. Il n'y a aucune de ces initiatives-là qui place comme objectif premier, qui place au cœur de sa démarche la lutte contre les discriminations. Et pourtant, il me semble que, s'agissant des discriminations liées aux origines, on peut avoir une politique qui mène de front l'ensemble des préoccupations. Par exemple, Aubervilliers, mais comme moi, on m'a demandé de développer l'articulation entre relations internationales et population locale. J'aurais pu décliner sur d'autres, je suis désolé. Par exemple, dans ma direction, moi je suis directeur, c'est une petite direction, hein, c'est vie associative, intégration et citoyenneté des étrangers et relations internationales. Donc du coup, vous me donnez la possibilité de parler de ce qu'on fait, par exemple, enfin je ne vais pas décliner ici parce que ça serait un autre sujet, mais par exemple, nous avons depuis 7 ans créé un conseil pour la citoyenneté des étrangers, qui est un conseil consultatif, que nous saisissons sur des politiques municipales quand nous pensons que ce serait bien qu'il donne un avis, qui peut s'autosaisir.
Ils pratiquent l'autosaisine. Et par exemple, l'année dernière, ils ont travaillé sur les apprentissages du français et la transmission des langues d'origine. C'est leur choix. Et nous pouvons les consulter sur des politiques municipales dans quelques domaines que ce soit. Ça peut être d'ailleurs sur les mêmes thématiques, si nous avons des plans à développer. Donc ils sont consultés, c'est une forme de participation. Ce concept de la citoyenneté des étrangers, c'est une forme en acte ou en geste, un peu plus que symbolique quand même, d'association des personnes qui n'ont pas le droit de vote, en tout cas pour l'instant, c'est ce que je pense. Je souhaite qu'ils viennent à l'avoir vite. C'est en tout cas ce que souhaite à l'unanimité la municipalité d'Aubervilliers, c'est que les gens qui habitent ici depuis un certain nombre d'années aient le droit de participer aux élections locales, parce qu'ils pourront justement là, ok, on va repousser la discrimination à un endroit un peu plus loin. C'est un peu comme l'horizon. Mais en tout cas, on gagnera contre la discrimination s'il y a dans une ville comme la nôtre, où 36% des personnes n'ont pas la nationalité française, ils sont automatiquement exclus de la participation aux actes politiques, le choix du conseil municipal et donc de ce qu'on fait des moyens, des politiques, etc. Donc ça serait une manière, de notre point de vue, de repousser, comme je disais, un peu la discrimination vers un endroit plus petit. Donc en attendant, par exemple, on a créé cet endroit, qui n'est pas un sparadrap de la démocratie, mais c'est un endroit de plus de consultation et de participation, d'articulation entre les politiques municipales et des personnes qui ne peuvent pas être présentes. Vous voyez, voilà, donc je donne cet exemple-là, mais là, vous touchez à une chose que moi, quand par exemple, j'ai parlé de la discrimination, en faisant référence aux étrangers, puisque en liant à diversité culturelle, et dans ce sens de diversité culturelle, on n'a pas parlé de culture technologique ou culture traditionnelle, on a parlé de culture diversité ethnique, on va dire comme ça, donc des étrangers. Voilà, bon, je pourrais développer trois autres axes de travail pour nous, mais par exemple, nous avons un élu qui est en charge des droits des étrangers. Et il n'est pas en charge de la lutte contre la discrimination. Mais il travaille très étroitement, théoriquement. Après, la réalité est toujours différente de ce qu'on croit ou de ce qu'on lui assigne. Mais ils peuvent travailler. Oui, il travaille étroitement avec l'élu en charge de la lutte contre la discrimination. Mais après, ça, c'est le problème aussi de la gestion d'une cohérence municipale. Quand vous avez 20 maires adjoints dans une municipalité de 49 élus, vous avez 18 maires adjoints et conseillers délégués, etc., on finit par saucissonner les champs de responsabilité d'une manière quelquefois complètement hallucinante. Et on arrive quelquefois à des incohérences. Parce que mais ça, bon, on va pas faire la critique du modèle démocratique qu'on a. On a ce qu'on a et je pense que c'est pas mal, c'est insatisfaisant, mais il n'est pas mauvais du tout. Et donc on arrive à définir des zones de responsabilité et d'action quelquefois qui sont proches des plates-bandes de l'élu d'à côté. Et s'ils ne s'entendent pas, on peut avoir des politiques qui se tournent le dos. Ça peut exister, mais il peut y avoir aussi des endroits où on dialogue. Voilà, donc je ne jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Mais je ne connais pas bien Rennes, donc je ne vais pas défendre Rennes, et je vous crois évidemment volontiers. Moi non plus, en fait, je ne pense pas qu'il faille jeter le bébé l'eau du bain et tout ça. Par contre, je pense qu'on ne peut pas regarder de manière séparée. Est-ce qu'il nous manque ou pas des Béninois ou des habitants des îles Kiribati parmi nos associations ? Je pense que c'est super intéressant de regarder ça, mais on ne peut pas ne pas regarder ça en même temps qu'on se pose la même question pour savoir est-ce qu'ils sont nos collègues aussi ? Est-ce que ces 11% de Français nés de parents étrangers, est-ce qu'ils sont nos collègues ? Est-ce qu'ils accèdent à l'emploi public, à Aubervilliers comme ailleurs, dans les mêmes conditions que d'autres ? C'est ça que je veux dire, c'est que bien sûr, je trouve ça super en fait. Toutes les actions menées en faveur de la diversité culturelle au Lila comme à Aubervilliers. Je veux juste dire voilà que parce que peut-être que la personne en fait qui est française, je sais pas, née de parents béninois, elle n'est pas divisée en deux, c'est-à-dire peut-être elle l'est d'un point de vue je sais pas, psychique, identitaire et tout ça, ce serait une autre question, mais je veux dire c'est la même personne qui va participer au festival de la culture béninoise et qui aura du mal à se loger dans l'agence immobilière ou à trouver un... C'est pour ça en fait que de mon point de vue, bien sûr que toutes les directions ne peuvent pas tout faire, je suis bien d'accord, mais qu'il y a un intérêt en tout cas à agir dans ces deux champs en fait, parce que politiquement ils doivent
s'articuler en fait. S'articuler. Je connais des collectivités dans le sud de la France, mais ça pourrait être ailleurs, dans lesquelles on finance beaucoup d'actions interculturelles. Mais tous les recrutements, c'est de la cooptation, du FAP1 et tous ceux pour qui on finance des actions interculturelles, ils n'accèdent pas à l'emploi. Et finalement, dans ces collectivités, les communautés, c'est des clientèles en fait, plus que c'est des clientèles politiques. Voilà, donc c'est pas du tout le cas à Aubervilliers. Mais je pense qu'en tout cas, c'est juste pour dire que ce qui passe comme une évidence, en fait, c'est pas si évident en fait, de mon point de vue. Oui, peut-être. Au Lila, nous n'avons pas d'élus en charge de la lutte contre la discrimination. Mais je pense que si on a inscrit dans notre programme politique la valorisation de la diversité culturelle, c'est en fait simplement, ça participe à la lutte contre la discrimination. Mieux connaître l'autre, c'est le mieux l'accepter, c'est mieux le comprendre, le faire participer à la vie culturelle municipale. Intégrer sa culture à la culture, à la proposition de la culture municipale, c'est lutter contre la discrimination simplement, avec une mise en œuvre concrète. Donc voilà, c'était mon mot. Oui, peut-être Carlos aussi là-dessus. Qu'est-ce que ça apporte finalement au niveau de la vie dans la cité, de faire ce que vous menez? Je veux dire, est-ce que ces gens finalement participent plus, au-delà de, je sais bien, hein, au-delà de participer à des fêtes comme le décrivait Julien Vito à l'instant, mais c'est aussi après une inclusion, j'imagine, dans une vie citoyenne qui peut leur permettre aussi, en termes d'estime de soi, de comportement, d'aisance relationnelle, etc., d'accéder, même si c'est pas certainement déterminant, à voilà, une communication plus aisée, aussi parfois d'accéder un emploi, etc. Enfin, qu'est-ce que vous trouvez de bénéfique à tout ça, au-delà effectivement d'un aspect festif ou très lié à une imprégnation culturelle? L'aspect festif, c'est souvent la partie visible d'une activité sociale très intense dans une association de migrants. Les associations de migrants ne sont pas que des comités de fête. C'est souvent là qu'ils osent inviter l'extérieur à venir parce qu'ils mettent des habits festifs et voilà. Mais sont souvent des réservoirs de personnes qui sont là de plusieurs générations d'intégration et qui peuvent transmettre des informations, qui peuvent créer des réseaux de contact avec les autorités ou les institutions locales, qui peuvent aider dans le débroussaillage de la société d'accueil. Donc les associations de migrants ont un rôle immense dans l'insertion des personnes dans les villes ou dans les régions, dans les pays où ils sont installés. Voilà, je ne vais pas développer cette thématique-là, mais donc la fête, elle est souvent ce qui permet de créer l'interface et une visibilité honorable pour l'association de migrants. Mais il y a toute une activité invisible, invisible pour la plupart des personnes. Moi, qui suis directeur de la vie associative, j'espère qu'elle n'est pas complètement invisible pour moi, sinon, qu'est-ce que je fais à ma place? Mais donc, et c'est avec cette partie-là que nous travaillons. Donc, nous avons un service de la vie associative qui accompagne l'ensemble des 450 associations d'Aubervilliers. Il n'y a pas que des associations de migrants, mais elles prennent une part conséquente dans notre travail, de moi et de mes collègues, bien sûr. Je vais donner un autre exemple encore sur comment on peut être dans la... Alors c'est en même temps reconnaissance de l'apport de la diversité culturelle au fonctionnement des services publics. Par exemple, nous avons eu cette année, en 2015, les assises du personnel municipal. Monsieur doit savoir, nous avons une diversité dans notre personnel qui est le reflet de notre population. Donc avec des compétences linguistiques qui restent à identifier et qui pourraient être mises au profit d'un meilleur contact avec les populations nouvellement arrivées, qui passent souvent par des interprètes ou quelquefois par leurs enfants comme médiateurs, comme traducteurs, etc. Et une des propositions qui sont issues des assises du personnel, c'est d'identifier et de valoriser les compétences
linguistique du personnel municipal dans tous les métiers qui sont en contact avec la population. Donc c'est quelque chose qui va être mis en œuvre en 2016. Donc la liaison entre population, personnel municipal, donc meilleur fonctionnement des services publics et meilleur service au public, il peut se faire aussi par des modalités comme ça. Comme c'est moi qui ai proposé cette mesure-là avant de la faire à Aubervilliers, je me suis demandé pourquoi il n'y en avait pas d'une manière plus généralisée ailleurs. Et je me suis rapproché d'un certain nombre d'autres collectivités. Il y en a beaucoup qui y ont pensé, mais ils ne savent pas comment faire, parce qu'il y a des tabous administratifs et juridiques, ou alors on croit qu'il y a des tabous juridiques. Je me suis rapproché de la DGLF-LF pour savoir s'il y avait vraiment une loi qui interdit à un agent d'accueil dans une mairie de répondre à quelqu'un qui ne parle que le chinois. Est-ce qu'il y a une loi qui interdit de répondre en chinois? Il n'y a aucune loi qui interdise. Mais il y a l'idée que la langue de l'administration doit être la langue de la République et donc la langue française. Et que c'est la personne qui doit se débrouiller comme elle peut, si elle ne peut pas, tant pis pour elle, pour accéder à l'information qui doit être distillée en langue française. Il n'y a aucune loi qui le rende obligatoire. Donc c'est une question de volonté, et donc de volonté politique, mais de volonté aussi d'une culture des administrations. Moi, par exemple, la première barrière, quand j'ai commencé à discuter pourquoi on ne l'a pas fait avant, enfin, je n'ai jamais pensé que c'était une idée géniale, c'est un truc banal, parce qu'il faudrait voir comment la valorisation en nombre de points dans le salaire pourrait modifier le recrutement, etc. Donc on rentre là dans des considérations qui nous éloignent bien des questions de la lutte contre la discrimination ou de la diversité de nos populations, et qu'il faudrait discuter et dépasser. Donc il y a des centres de santé, par exemple le centre de santé d'Aubervilliers le fait déjà. Il n'y a pas eu forcément un grand chamboulement des relations entre les personnes. Par exemple, au centre de santé d'Aubervilliers, on sait qu'il y a 23 langues dans lesquelles on peut recevoir les personnes sans avoir à faire appel à une traduction, un interprétariat téléphonique ou à des médiateurs sociolinguistiques. Et c'est ce qu'on va essayer de généraliser pour tous les lieux d'accueil du public. Voilà, c'est un exemple de comment on peut faire... médiation aussi avec les publics. Bien sûr, mais il y a aussi des populations pour lesquelles il faut des médiateurs. Et on en a. Sûr. Pour les Tamouls, pour les Chinois, pour les Bambara, on a des médiateurs sociaux et familiaux. Toute l'année, depuis des années. Et on va développer ça. Mais déjà, pour l'accès aux services publics, on peut régler un problème de communication, quoi. Enfin, en tout cas, essayer. Merci beaucoup. Je crois qu'on a là planté le décor, à la fois les enjeux, il me semble, entre les questions de discrimination et de diversité culturelle, avec des exemples concrets qui ont été donnés par les collègues des villes. J'ai posé quelques questions, mais c'est peut-être le moment dans la salle de réagir ou de poser des questions aux intervenants. Merci. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les efforts que les élus municipaux français font pour essayer de rattraper les choses. J'ai entendu l'exemple d'Aubervilliers et je suis très heureux que vous ayez mis en évidence la problématique des élections municipales. J'appartiens à un pays, la Belgique, où ça fait 2 fois ou 3 fois, je crois que les étrangers peuvent voter aux élections communales, comme nous disons. Je peux vous dire que dans des communes autour de Bruxelles, où il y a une majorité d'habitants, non pas d'origine arabe, d'habitants arabes, je peux vous confirmer que les cantines ne sont pas halal et que les piscines municipales ne sont pas séparées garçons-filles et qu'on ne recommande pas le burkini. Donc en fait, l'agitation qu'on fait sur le fait que si ces étrangers peuvent voter au municipal, ça va complètement absorber la vie municipale, ça n'est pas vrai. Et nous avons des élus municipaux, des maires adjoints, car ils peuvent, qui sont d'origine, alors là, étrangère. On a des Turcs, des Congolais, des Rwandais, de toutes les nationalités. Ça marche. Or, effectivement, il me semble, et c'est ce que chacun a mis en évidence, qu'on ne peut pas dissocier la question de la diversité de la question de la citoyenneté. Ici, à Paris, où je vis, tous les 6 ans, on rappelle
vous avez dit en Aubervilliers, à 39% de la population qui ne sont pas des citoyens comme les autres. Bien qu'ils payent des impôts, bien que le nombre d'habitants compte pour les aides qu'on accorde aux communes, etc. Et pour peu que la municipalité ait créé un site internet ou une publication qui diffuse les résultats du conseil municipal, tous les mois, ces citoyens-là, on leur rappelle qu'ils sont les exclus. Je crois que c'est le vrai problème. C'est le problème du rapport entre diversité et citoyenneté. Et si je veux ouvrir, on a évoqué il y a un moment la question des Français nés de parents étrangers. Thibault, nous avons une amie commune qui est une élue municipale française, adjointe au maire d'une commune. Elle est bien française, elle est adjointe au maire. Il fait que, pour son malheur, elle a des parents marocains nés au Maroc. Pour renouveler son passeport, la préfecture exige que ses parents donne un certificat de naissance et il faut que le juge de la commune où elle est née certifie ça. Donc même elle, née en France, élue française, parce que de deuxième génération, ses parents, elle n'est pas considérée comme une Française à part entière. Ça, je crois qu'il faut dénoncer. Et je crois que si on parle de diversité culturelle, de citoyenneté, etc., ce sont des sujets qu'il faut poser. Et fort curieusement, d'ailleurs, ce sont les partis politiques qui tiennent le discours de l'intégration, voire de l'assimilation, qui sont responsables de l'exclusion de cette population-là. Voilà, je voulais juste intervenir pour ça et pour vous dire qu'en Belgique, ça marche bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, il y a d'autres questions, là. On continue. Oui, bonjour et merci pour cette intervention. D'ailleurs, je suis de Rennes. Et puis, et ça me parle. Ce que vous dites, franchement, nous, on s'est battus contre cette situation politique qui était un petit peu malheureuse pour nous. Mais je vous dis une chose, il faut agir. Nous avons agi en tant qu'association. On a dénoncé ce que vous avez évoqué tout à l'heure, l'UAIR, la représentante de l'interculturalité culturelle. Et puis, on a mis en place un collectif d'associations pour la diversité, pour essayer un petit peu de changer de vision par rapport à la diversité. Vous pouvez expliquer un tout petit peu Voilà, c'est ce que je... pour nous, on a vu qu'on était instrumentalisés. Non seulement par des pseudo-intellectuels qui sont issus de l'immigration, qui ne se reconnaissent plus dans cette diversité qui représente un petit peu le couscous, il faut le dire, qui a traversé toutes les frontières, et tous les pays, il existe partout. Donc c'est une culture du couscous et de la danse du ventre, on me l'a dit. Personnellement, nous, l'interculturalité, on ne fait pas du couscous et on ne fait pas de la danse du ventre. Donc on a réagi par rapport à cette proposition, on s'est dit, on a non seulement on a une politique qui est marginalisante, mais elle est marginalisante par rapport à des parents qui sont venus depuis longtemps ici, qui sont ici en France, qui ont respecté, qui ont subi de plein fouet le racisme. Il faut le dire, discrimination pour nous, c'est léger. Il y a une lutte contre le racisme. La diversité, c'est aussi la lutte contre le racisme. Ça, c'est aussi clair. Parce que discrimination, vous dites ça, voilà. Par rapport à sur elle, le racisme on a dénoncé... et discrimination, peut-être, c'est quand même utile de distinguer les deux, parce que notamment, par exemple, dans les centres sociaux, une des grandes de Rennes et d'ailleurs, une des grandes difficultés, c'est que vous avez là en fait des travailleurs sociaux qui ne sont pas racistes, en fait, qui voilà, et qui pourtant vont discriminer en fait. On a du racisme invisible. Voilà, bien sûr, bien sûr. Les centres sociaux intègrent dans leur programme, je l'ai vu, c'est un ami en plus qui mène ce projet de lutte contre la discrimination sous l'appellation intégration. Donc c'est comme si ces gens ne sont pas intégrés. Donc pour vous dire, je reviens au problème, vous savez, de définition de la diversité. La France, elle est à l'image. La diversité en France, c'est à l'image des partis politiques. Le jour où on aura de la diversité dans la politique, ce jour-là, on dira que la France a assumé sa diversité. C'est à partir de là qu'on peut agir.
et agir en tant que citoyen. Il le disait tout à l'heure, votre collègue qui a intervenu tout à l'heure, et c'est citoyen, on a des droits et on a des devoirs. On a des droits, il faut aller les chercher. Il faut agir aussi. Et on a des devoirs aussi. Il faut agir en tant que citoyen et non pas en tant que consommateur de la diversité. C'est ce qui se passe à Rennes. On a des propositions, des projets énormes. Ils font des choses à Rennes. Il y a plein de projets. Mais simplement, on ne voit pas l'aboutissement de ces projets. Et à qui ça s'adresse? C'est toujours les mêmes personnes. Il y a un entre-soi qui est entretenu, il faut le dire. Donc, le parti politique qui est en place, donc il a des associations qu'il rémunère. Et puis voilà, on se voit tous ensemble. Moi, je vous ai vu, je crois, au forum de lutte contre la discrimination. On a discuté ensemble ce jour-là. Et puis voilà, donc c'est ce qu'il faut éviter. Moi, je pense qu'il faut... Il y a une chose, juste un mot par rapport à la diversité. Il ne faut pas confondre diversité et instrumentalisation de la diversité. Il ne faut pas tomber dans les clichés de l'exposition universelle, parce que mettre des cultures un petit peu comme étant un label, voilà, de la diversité, je crois qu'il faut éviter ce cliché. Voilà. Effectivement, même vous parlez d'interculturalité. Donc c'est vraiment, enfin vous êtes vraiment là-dedans, quoi. C'est l'idée du dialogue culturel, et je dirais interculturel, et aussi sur les Lilas et Aubervilliers, en tout cas. Il faut assumer aussi la multiculturalité. C'est vraiment une approche. D'ailleurs, il disait comment on n'est plus que sur du bilatéral, mais on fait fonctionner les gens ensemble et on mène un dialogue entre les dites cultures ou entre les associations. Il y a une question, madame, s'il vous plaît. Et puis... Oui, bonjour. Voilà. Je sais pas si... Pardon. Je ne sais pas si c'est vraiment une question, mais c'était juste un sentiment il y a pas eu de ce beaucoup que de j'avais. questions, donc voilà. vous pouvez ne pas faire une question. Tout à fait. Bon. Moi, je voulais dire que je suis un peu sur la position du monsieur. Enfin, désolée, j'ai oublié votre nom. Parce que je trouve qu'effectivement, souvent, la diversité culturelle, en fait... effectivement, reconnaître la diversité, c'est vraiment facile, quoi. Je veux dire, je vais dans la rue, 2 arbres sont pas pareils, il y a un chat, un chien, un mouton, une chèvre. Ça, c'est facile, il y a des êtres humains. Enfin, visiblement, on sait aussi des origines, des couleurs et tout. Et moi, je suis pas du tout, il ne faut pas parler de la couleur, oui, il y en a. Et alors, ça fait juste partie de la diversité des choses. Mais... Enfin, ce que je comprenais de ce que le monsieur disait, c'est qu'en fait, c'est pas parce qu'on parle de la diversité que du coup, on abolit tous les rapports de domination et qu'on fait comme si, franchement, toutes les cultures étaient à égalité. Alors que je ne pense pas, justement, et qu'il y a des rapports de domination qui n'apparaissent pas et qui, effectivement, est considéré un peu comme un alibi. Parce que moi, j'ai juste un petit exemple comme ça, souvent, qui me vient. On parle souvent des enfants bilingues, par exemple. En bilinguisme, c'est absolument génial. Il y a même des gens qui vont jusqu'à dire... Quand je suis enceinte, je vais apprendre telle ou telle langue parce que franchement, pour l'avenir des enfants, c'est génial. Ça, le discours est extrêmement valorisant quand il s'agit d'un certain nombre de langues, par exemple. Quand les parents parlent anglais, on trouve que c'est génial d'avoir des enfants bilingues. Quand les parents parlent allemand, on trouve que franchement, c'est absolument bien parce que, en plus, moi je me rappelle un peu parce que... d'une culture un peu lointaine, mais l'allemand c'est bien parce qu'on était cartésiens, le latin, l'allemand, les maths, ok. Quand un enfant arrive et dit que lui, chez lui, il parle Soninké, Bambara et Wolof, tout d'un coup, on se dit que franchement, ça, c'est quand même une source de difficulté supplémentaire pour l'intégration de la personne, quoi. À ce moment-là, le bilinguiste devient absolument un handicap majeur à l'intégration des enfants dans la société. Donc moi, c'est pas que je trouve ça bien, la diversité culturelle. Moi, je trouve ça très bien. Aubervilliers, je connais un peu, mais je connais plutôt la Courneuve. Je trouve ça très très bien. Mais il faut pas non plus... il faut que la réalité, on ne se cache pas derrière des façades. Moi, c'est ça que je voulais dire. Je trouve ça très bien, toutes les initiatives, mais je trouve que dans les débats de la diversité culturelle, dans les festivals et tout ça, il faut aussi que la culture, la diversité culturelle s'empare de ces questions et que ce soit aussi un angle d'attaque, un angle sur lequel on peut à ce moment-là retravailler sur effectivement ce qu'est les discriminations. Et en fait, de ce point de vue-là, je trouve franchement que c'est... Et moi, je vais parler d'un autre exemple juste très vite. Par exemple, moi je viens du Sénégal.
la francophonie. Et un jour, j'aimerais bien qu'on fasse un peu enfin, on dit oui, le français est une langue merveilleuse et tout ça, mais la francophonie, c'est les mêmes qui vont dire au Sénégal que l'homme africain n'est pas rentré en histoire. Donc moi, je veux dire qu'il faut aussi remettre un peu de sens politique, d'idéologie dans les débats, et ça fait aussi du bien. Oui, merci. Je pense que votre association, en tout cas l'Observatoire, on a des débats très politiques, et je crois aussi ce que mène Carlos Semedo sur Aubervilliers, ce n'est pas des nuées politiques, effectivement, mais c'est entre le fait de voir la diversité, de la reconnaître et d'agir autour. On est quand même sur des notions différentes, en fait. Alors, il y a 2 questions qu'on peut prendre, ou interventions, je ne sais pas. C'est moi qui ai le micro, alors il y a Monsieur Le Mahec. Finalement. En fait, il y avait Madame avant, mais je n'en ai pas pour longtemps. C'est simplement que je dirais que dans cette noble assemblée, les esprits sont élevés parce on a tous lutté contre la discrimination, la diversité, etc. Je veux simplement rappeler, alors, M. Vito a raison, c'est Socrate, c'est le temps, T-A-O-N de la cité, et il nous dit, c'est bien la diversité de ce que vous faites, mais ce n'est pas suffisant, et n'oubliez jamais. Cela dit, sans lutte pour la reconnaissance de la diversité culturelle comme composante de la France, eh ben, la lutte contre la discrimination est nécessairement affaiblie. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques jours, une personne haut placée dans notre pays a dit que la France était un pays de race blanche et de culture judéo-chrétienne. Et elle n'est pas isolée. Elle n'est pas isolée. Donc, lutter pour faire connaître les autres cultures, c'est préparer le terreau aussi dans cet échange interculturel pour que les gens comme Madame parlait, pour qu'ensuite, effectivement, d'autres prennent en même temps et simultanément le témoin dans la lutte pour l'égalité sociale et pour la discrimination. C'est-à-dire qu'il n'y a surtout pas d'opposition. Ce que dit Vito, simplement, c'est que, attention, il y a des pays où la ségrégation s'est faite, tout en respectant entre nous les identités culturelles, mais surtout sans le mélange. Donc c'est ça ce que nous dit Vito, c'est qu'aujourd'hui la bataille, elle est sur deux plans. C'est ce que fait l'ODC, c'est-à-dire l'échange interculturel, mais c'est nécessaire, indispensable, mais c'est pas suffisant. Madame ? Je pense qu'on est quand même assez nombreux à avoir le sentiment que discuter diversité culturelle, ça peut devenir un alibi, une feuille de vigne, un machin qui éviterait de parler discrimination ou racisme. Et moi, je pense que c'est quand même important de rappeler que ce n'est pas du tout forcément le cas. Quand on met en valeur la diversité culturelle, c'est pas forcément un alibi. Mais ce n'est pas la même chose non plus que de lutter contre les discriminations ou de promouvoir une société où chacun peut être entendu. Et c'est amusant ce que vient de dire la dame sur le bilinguisme, parce que c'est vraiment pas la même chose. Et j'ai une anecdote à ce sujet. Moi j'ai un fils, en fait il est trilingue. Bon, aucune de ces langues n'est particulièrement excitante ou exotique, mais c'est sûr qu'il y a une de ces langues, qui est l'anglais, qui est la langue de son père, qui est vraiment socialement mise en valeur. Ça, c'est vraiment un outil, c'est super, c'est génial. Par contre, dans le cadre du programme dont parlait Madame Falk, eh bien là, on m'a tout de suite dit « Ah ben non, ce serait mieux qu'il parle l'autre langue, qui est le danois, qui est la langue de mon père, que je lui ai transmise aussi, parce que ça, c'est une langue tellement plus rigolo. Il parle danois, c'est mignon, alors que s'il chantait une chanson en anglais, bah là, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est pas exotique, c'est... » Bon, donc c'est vraiment des choses qui sont mises en valeur, qui sont très très différentes dans ces deux cas-là. Et quand on chante des chansons, c'est sûr qu'on exprime une certaine diversité culturelle, hein. On exprime aussi sans doute une certaine individualité. Mais en fait, en tant qu'individu, dans une société comme la société française, la façon dont on est censé s'exprimer politiquement, ça s'appelle en fait le vote. Et moi, je pense, comme M. Semedo, que c'est quand même une très bonne façon de s'exprimer et que si on veut vraiment que la diversité s'exprime en France,
alors il conviendrait de prendre enfin les mesures qui s'imposent et de dire que les étrangers qui vivent en France doivent pouvoir y voter et y être éligibles. Merci pour votre je suis en train de prendre un peu de retard par rapport au déroulé. Donc, à mon avis, une dernière, et puis j'aimerais bien que les invités puissent aussi redire un mot par rapport à ce qui vient d'être exprimé. Monsieur ? Oui, bonjour à tous. Merci pour cette intervention. Moi, je voulais parler de la diversité culturelle et le deuxième versant, celui de la lutte contre la discrimination. Je pense qu'on ne peut pas penser la diversité culturelle d'une manière isolée. C'est-à-dire il faut qu'on pense à la diversité culturelle et à la lutte contre la discrimination, ensemble. Parce que la diversité culturelle, c'est une réalité démographique, c'est une situation sociologique, le fruit de hasard et de l'histoire. On la trouve partout, même au Sahara, il y a la diversité culturelle. La langue française, qui est une très belle langue, elle est diverse. Je ne sais pas si vous savez cette information, que la langue française, la moitié, presque la moitié, des mots de la langue latine sont d'origine arabe. Quand on parle médecin, sucre, récif, c'est des mots arabes. On parle la langue française, mais en réalité, on parle l'arabe. Sucre, abricot, salade, tout ça c'est médecin, Madad Sina. En arabe c'est Ibn Sina. Je ne suis pas en train de vous donner un cours, mais juste pour dire que la diversité est partout. Et il y a des mots français dans la langue arabe, enfin, dans l'échange, en effet. Vous voulez en venir où, en fait? Exactement. Moi, c'est ce que je voulais dire. La question de la diversité culturelle est moins intéressante que la question des modes de gestion de cette diversité. Est-ce que le multiculturalisme, est-ce que l'interculturalisme, donc il y a plusieurs modes de traitement de cette diversité. Elle est là, la diversité. C'est vrai, c'est... Quelle méthode, quelle manière on va traiter cette diversité? C'est un sujet qu'on n'a pas, vous avez raison, abordé aujourd'hui. Je vais laisser la parole au panel, mais merci. Enfin, vous avez vu la table ronde finalement, beaucoup de richesse d'intervention et de débat. Je vois, on peut rester jusqu'à 22h sur ce thème, je pense. On vous propose plutôt de revenir à l'Observatoire, parce qu'on fait régulièrement des débats et des rencontres, et on pourra réaborder ce thème bien volontiers. Je propose donc qu'on revienne ici. Alors, je suis un peu étonné. Parce que je me pose la question, peut-on parler de diversité culturelle tout en instituant l'intégration? C'est étonnant. C'est étonnant, on parle de diversité culturelle tout en instituant l'intégration. Ouais, c'est une question. Ok. Parce que. Juste un tout petit mot. Sur les rapports de domination, je voulais dire que c'est pas simplement la domination, c'est pas non plus que toujours ici et l'étranger. La domination, elle est aussi interne. Et que les rapports de domination, pendant longtemps, les cultures régionales ont été interdites. Oui, non, mais... Je parle aussi de ce rapport de domination-là. Alors, Carlos, non? Oui, la diversité culturelle, c'est une réalité. Enfin, c'est pas une politique, je pense. Moi, quand j'en parle, c'est pas comme une politique municipale, c'est la réalité de Aubervilliers. C'est ça que j'étais en train de vous décrire un petit peu, de quoi cette diversité est faite et comment elle vit. C'est de ça que j'ai parlé. Comment elle vit dans une commune qui est un ensemble de 80 000 habitants, dont je vous ai donné 2 ou 3 traits, mais il y aurait, si j'avais eu le temps, j'aurais pu faire 4 heures pour vous montrer, expliquer Aubervilliers comment elle est dans sa composition plus intime. Mais voilà, la diversité culturelle, c'est un des traits caractéristiques d'une commune qui s'appelle Aubervilliers, qui est à 2 pas d'ici. C'est quelque chose qui n'est pas récente, je vous disais, c'est constitutif de cette commune.
depuis 2 siècles. Donc la diversité s'est diversifiée au point d'aujourd'hui être devenue mondialisée. Ça, c'est une réalité. C'est pas la mairie de Aubervilliers, le maire, il peut être pour ou contre. C'est pas ça qui a fait. C'est pas la volonté municipale. C'est bien d'autres choses, très longues, sur la longue durée. Comme on pourrait dire de la région de France ou même de la France. Il y a des gens qui ont dit ça. Voilà. Donc après, quelles sont les politiques publiques dont on parlait là? Moi, je m'avais demandé de parler des politiques publiques d'action à l'international de la mairie de Aubervilliers. Donc cette partie-là, une petite approche, une petite fenêtre sur la diversité culturelle que j'essaie de développer dans la première partie de mon intervention. Il y a bien d'autres. On a évoqué ici, on pourrait traiter ça de plein de manières. Par exemple, je vous donne un exemple à venir, et je vous invite à venir au Aubervilliers. Si vous n'avez pas l'opportunité d'y aller avant, venez le 22 novembre, c'est un dimanche. On organise une foire des savoir-faire. Une foire des savoir-faire qui est sur le thème habiter, habitat. Et donc c'est une thématique, tout le monde a un habitat, tout le monde habite quelque part, même. Si, même le type qui habite en forêt, il a un habitat, c'est la forêt. Enfin, voilà. Et justement, donc pour une manière d'essayer d'associer des personnes qui ont des savoir-faire qui ne sont pas utiles, entre guillemets, qui ne sont pas cotés en bourse, un peu comme vous disiez pour les langues, dans la société d'aujourd'hui, on ouvre très largement à la possibilité de présenter des savoir-faire technologiques, pas que des traditions, ça peut être des choses tout à fait créatives du monde entier, et pas seulement des choses utilisables dans la compréhension de la technologie d'aujourd'hui. Donc on essaye si vous voulez, cette diversité culturelle dans le sens plus large, dans tout ce que l'on fait, on essaie d'avoir comme une présence et d'avoir le souci d'ouvrir bien large les portes à qu'elles s'expriment. Dans l'idée qu'une autre chose, par ailleurs, quelquefois ça marche dessus, éviter les discriminations, mais déjà, pour éviter les discriminations, il faut déjà partout ouvrir les portes et fenêtres pour que toute la diversité soit présente partout et dans chaque chose. Voilà. C'est très clair. Merci Carlos. Un mot de conclusion, Camille Falk? Oui, 2 mots pour dire qu'on a compris que la diversité culturelle n'est pas un étendard, c'est pas de la communication, ça se vit réellement, ça se met en œuvre et que c'est pas toujours évident et que ça met en jeu énormément de choses. Et je voulais quand même rappeler que la diversité culturelle, effectivement, ne s'arrête pas aux cultures, mais aussi elle touche le handicap, elle touche le genre, elle touche une multitude de différences qui fait la richesse de notre humanité. La diversité culturelle, c'est la richesse, la valorisation de notre richesse à tous. Voilà. Alors très rapidement, en fait, madame, vous avez dit sans rhume, mieux que moi, ce que je voulais dire. En fait, vous n'avez pas l'air enrhumé, mais voilà, en fait, ce que je voulais dire, c'est cette idée que on ne peut pas, de mon point de vue, interroger la diversité culturelle indépendamment d'un regard porté sur les rapports de domination. Ça, je suis absolument convaincu de ça, premièrement. Deuxièmement, je veux dire, pas dans les exemples ici, mais que mon expérience me fait dire que parfois, Rennes et ailleurs, parfois en fait, derrière l'idée de diversité culturelle ou les actions menées sur la diversité culturelle, il y a très subtilement une mise à distance de l'autre. Voilà, et je pense d'ailleurs, alors mise à distance qui peut être fondée sur des valeurs même parfois très positives, et je pense à cette parole de Nietzsche, que je cite de mémoire, mais que j'aime beaucoup. À un moment donné, dit proche, mon prochain, qu'il s'éloigne au loin, sans quoi, comment deviendrait-il mon étoile? En fait, dans l'idéalisation de l'autre, dans la mise en avant de la culture de l'autre, il y a parfois subtilement quelque chose comme une infériorisation de l'autre, ou une essentialisation, une assignation à une... Voilà. Et troisièmement, je souscris à 1000% sur cette idée qu'il faut ouvrir les portes, les fenêtres, que toute la diversité soit partout en fait là où elle doit être, puisqu'en fait la diversité c'est ce qui est
c'est ce qui est déjà là. La diversité, en fait, c'est ce qui est déjà là. Je veux juste te dire que pour avoir mené un très grand travail à Aubervilliers, mais pas seulement à Aubervilliers, sur la question des discriminations ethniques dans l'attribution de logements sociaux, je peux vous dire que c'est super de faire des actions habitat et habitants, mais ouvrir les portes pour les personnes issues de l'immigration ou françaises nées de parents étrangers, c'est anonymiser les commissions d'attribution de logement, c'est former les professionnels du logement social, c'est éviter, comme j'ai pu l'observer dans des cales, dans des communes pas très loin d'Aubervilliers, des personnes qui vous disent les Africains, les Antillais, ils sont, enfin, dans les fêtes interculturelles, c'est super de les mettre ensemble, mais on ne peut pas les mettre sur le même palier. Ils s'entendent pas, c'est pas les mêmes. Voilà. Et on produit des discriminations ethniques. Et donc, voilà. Mais c'est ça que je veux dire simplement, en fait, que bien sûr que la diversité culturelle, c'est super important. J'y suis très attaché. Voilà, mais que ça doit aussi s'accompagner d'un travail sur le droit, sur la question de l'accès au droit. Et que, bien sûr, pour moi, en fait, une soirée tagine, ça n'est pas une action de lutte contre les discriminations. Il n'y a pas d'action de lutte contre les discriminations qui avance masquée derrière l'idée de diversité culturelle. Par contre, peut-être c'est une action qui va changer le regard porté sur l'autre et qui va, in fine, aboutir à ce qu'il y ait moins de discrimination à son endroit. Mais ça ne traite qu'une partie des discriminations, parce que la plupart des discriminations, elles s'originent dans des motivations économiques, pas forcément dans la méconnaissance de l'autre ou les stéréotypes qu'on a sur l'autre, mais dans le fait qu'on veut l'exploiter, utiliser sa précarité. Voilà. Et donc ça, c'est super utile, mais ça ne traite que... voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. On n'a pas eu un débat hyper consensuel, mais je trouve que du coup, on a quand même traité cette question autour des territoires. En tout cas, d'autres sujets, à mon avis, viendront de débats qu'on aura à traiter. Merci à tous.